Certaines épreuves de notre vie peuvent être vécues comme de véritables tremblements de terre et changer à tout jamais le cours de notre existence. Certaines relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde, peuvent nécessiter une harmonisation, se révélant parfois être un véritable défi. Dans cette série de vidéos, je vous propose de partir 2 fois par mois à la découverte du parcours de vie d'un leader du développement personnel qui, comme nous tous, a vécu des épreuves parfois douloureuses, des relations plus ou moins difficiles, mais qui avaient toutes leur raison d'être. Ils vont nous partager les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser cette situation et devenir une nouvelle version d'eux-mêmes. Bonjour à tous, je suis Virginie Chastel, créatrice du podcast Osmose, harmonisons nos relations, que vous pouvez retrouver sur les plateformes citées en description. Cette série d'entretiens vidéo est là pour vous apporter encore plus de valeur. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de rencontrer Geneviève Gauthier. Bonjour Geneviève. Salut Virginie, très heureuse d'être l'invitée de tes capsules inspirantes. Merci. Écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. J'en suis vraiment ravie. Et je ne sais pas si les gens te connaissent ou s'ils ont entendu un petit peu ton accent, mais on part au Québec. Eh oui. Alors Geneviève, je vais te présenter, alors d'abord d'une façon un petit peu officielle et puis ensuite je vais surtout dire comment je t'ai rencontrée parce que je trouve que c'est important voilà, de pouvoir dire aux gens bien pourquoi tu m'as inspirée, pourquoi j'ai eu envie de faire cette entrevue avec toi. Alors, tu es nutrithérapeute, coach, auteur et conférencière. Tu es praticienne, donc certifiée en PNL. Tu es coach en santé, diplômée de, alors excuse mon accent anglais, l'Institute for Integrative Nutrition de New York, c'est ça? Oui. Je n'ai pas trop écorché. Tu es formée donc en nutrition intégrative, en intolérance alimentaire et en réparation du système intestinal, c'est ça? Oui, oui. Et dernièrement, dans les dernières années, il y a eu les neurosciences et puis maintenant master en neurosciences aussi. Oh, du coup, beaucoup de formations, de compétences, mais on ne va pas te résumer à ça parce que tu es beaucoup plus que ça. Ta mission, eh bien, c'est d'aider les gens à se sentir bien dans leur peau, de faire la paix avec leur image corporelle et d'améliorer leur santé, leur énergie, tout en révélant l'extraordinaire personne qu'elles sont à l'intérieur. Une alliance intérieure-extérieure en quelque sorte, c'est ça? Tout à fait, c'est très bien résumé ça. Bon, parce que souvent on parle effectivement de perte de poids, mais ça ne se résume pas à ça en fait, c'est tout un ensemble et toi tu aides les gens à se révéler dans leur entièreté, j'ai envie de dire, quoi, de leur façon la plus complète. Oui, tout à fait. Oui, parce que la perte de poids, c'est en fait la prise de poids ou le mal-être corporel, c'est un symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus grand. Plus les gens continuent de focusser, bon, ça c'est le terme québécois, hein, donc de focusser sur de perdre du poids et ainsi se sentir en confiance, avoir une vie idéale, manifester ce qu'elle désire réellement, alors que c'est tout faux. Il faut vraiment travailler sur son alignement global et ensuite le reste suit, que ce soit métaboliquement, psychologiquement, énergétiquement, tout suit. Il faut s'aligner. C'est ça, c'est pour ça que les régimes ne fonctionnent pas, parce que quand on fait un régime et qu'on ne prend pas la personne de façon globale, en fait, ça va marcher un temps, mais sur la durée, ça ne marchera pas. Exactement. Alors moi, je t'ai rencontrée il y a un petit peu plus d'1 an, c'était en mai 2019 à Paris, donc je t'ai vue en vrai pour la première fois sur la scène de Martin Latulippe lors du live de la meilleure année de votre vie, programme donc en ligne que je suivais à cette époque. Et donc c'était le week-end festif, le séminaire où tu es venu faire une conférence, nous parler de toi et nous transmettre des messages. Et bien, à ce moment-là, tu nous as posé une question. Tu nous as dit « Qui
qui aspire à contribuer à plus grand que nous. Et on était nombreux à lever la main, enfin, en tout cas, moi je me rappelle d'avoir levé la mienne. Et tu nous as répondu, pour contribuer à changer le monde, il faut faire briller son diamant intérieur tellement fort qu'on va contaminer tout ce qui est autour de nous, contaminer positivement. Eh bien, ça, pour moi, c'est aussi ce qu'on peut appeler l'osmose. Et l'osmose, c'est le titre de mon podcast, en fait. C'est, voilà, briller et diffuser à l'extérieur, en fait, notre lumière et impacter sur les autres. On n'est pas dans de l'imposition, on n'est pas dans de la manipulation, on n'est pas dans de forcer les gens. C'est-à-dire qu'on va tellement, nous, changer notre monde intérieur que c'est pas possible qu'il se passe rien à côté. Effectivement, effectivement. On vit dans un monde énergétique, on est des êtres d'énergie, en fait. Tout est une question de vibration. Alors, à quelque part, si nous, on vibre haut, on vibre positivement, on vibre à s'élever, eh bien, incontestablement, tout ce qui est alentour de nous aura deux choix. Soit de s'élever à nos vibrations ou de s'éloigner parce que ça vibre plus pareil. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, quand on travaille sur soi, eh bien, on change tout ce qui est alentour de soi. Et plus on travaille sur soi, plus on change ce qui est alentour de soi, eh bien, plus on fait une différence dans le monde, un impact positif. Et oui. Et à ce moment-là, donc alors je vais pas redire ta conférence, mais en tout cas, tu nous as dit que pour y arriver, il y avait une recette et qu'il fallait qu'elle contienne 3 ingrédients magiques. Le premier, c'était d'apprendre à reconnaître le bonheur, parce que ça s'apprend, reconnaître le bonheur. Le deuxième, apprendre à s'aimer inconditionnellement. Et le troisième, prendre soin de son corps, de sa santé, de son énergie, de sa vitalité. Déjà, ces 3 ingrédients, c'est déjà du travail d'aller les chercher. Mais quand on les connaît, quand on sait que c'est important d'avoir ces 3 ingrédients, ça peut nous donner déjà, j'ai envie de dire, une feuille de route. Et moi, ce qui m'anime et ce sur quoi j'aimerais qu'on échange aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'écologie relationnelle. Parce que pour cette écologie relationnelle, effectivement, on a bien besoin de ces 3 ingrédients. Et moi, j'aime parler d'écologie relationnelle parce que la qualité de nos relations, elle est aussi importante que la qualité de l'air qu'on respire. Et cette écologie relationnelle, c'est un ensemble, c'est un écosystème qui comprend les relations à soi, les relations aux autres et les relations au monde. Et aujourd'hui, j'ai en face de moi une femme pétillante, pleine de vie, souriante, inspirante, qui apporte sa contribution au monde. Mais je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Alors, pour démarrer cette entrevue, est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au monde, justement, et nous dire par quelles épreuves, celles que tu auras envie de partager avec nous, tu as dû passer pour être la femme que tu es aujourd'hui? Oui, tout à fait, parce que oui, j'ai un parcours un peu particulier en ce sens que souvent on me dit « Ah, Geneviève, tu sais, toi, t'es pétillante, t'es vibrante, écoute, t'aimes la vie. » Et mon Dieu, ça a pas toujours été comme ça. J'ai longtemps cru que j'étais née avec l'envie de mourir, que depuis toute jeune… on va dire l'environnement, des épreuves vécues, puis c'est toujours aussi une perception de comment on vit certaines épreuves. Eh bien, ça fait en sorte que dès l'âge de 8 ans, moi, j'avais envie de mourir. Je priais le petit Jésus pour qu'il vienne me chercher dans mon lit. Donc, c'était vraiment pas jojo et je trouvais ça très difficile. J'ai eu beaucoup de difficultés parce que, divorce de parents a fait en sorte que j'ai déménagé d'un endroit à l'autre. Le Québec, c'est grand, donc d'une région à l'autre, disons, et c'était là aux 6, 8 à 12 mois. Donc, j'ai jamais fait plus d'1 an dans la même école. Oui. Alors, déjà, toujours constamment des déracinements et en plus, comble de la merde, j'étais… Je mangeais mes émotions et donc, j'étais une belle petite boule d'amour. D'accord. Et souvent, à la blague, je dis, c'était plus long de faire le tour que passer par-dessus. J'étais vraiment obèse.
D'accord. Alors, toute cette difficulté, justement, de relation aux autres, de relation à soi, d'arriver dans une nouvelle école, de devoir refaire sa place, de passer par-dessus les méchancetés, les railleries. Donc, tout ça, ça a été extrêmement difficile pour moi. Et ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, à l'adolescence, eh bien, la nourriture, en fait, servait vraiment à geler mes émotions, à geler ce que je ressentais. Et à l'adolescence, eh bien, j'ai décidé d'aller vers quelque chose qui fonctionnait un peu plus que des Fruit Loops puis des Cheerios. Ça, c'est typiquement québécois, mais c'est des céréales sucrées. D'accord. Alors, jeune adolescente, j'ai commencé à prendre la drogue et je me suis tout de suite dirigée vers des drogues fortes. Donc, j'ai été héroïnomane, je vous dirais, à partir de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 21 ans, là, jusqu'à temps que je tombe enceinte. Donc, héroïnomane avec tout ce qui vient avec, les côtés moins drôles, le besoin. Donc, c'est une drogue qui est quand même très, très addictive. Alors, la seule raison pour laquelle tu te lèves le matin, c'est de trouver une dose pour pouvoir continuer. Alors, disons que là, c'était vraiment pas des moments heureux et je ne vibrais pas le bonheur. Et disons que les gens qui m'entouraient, c'était pas des gens heureux non plus. Mais oui. Oui. Alors, ça a été une période excessivement difficile avec plusieurs tentatives de suicide et aussi quelques tentatives de m'en sortir. C'est comme si à un moment donné, là, j'en pouvais plus d'être comme ça, puis je me disais, il y a peut-être un espoir qu'il y ait d'autres choses que ça. Et là, il y avait l'espoir de m'en sortir, mais c'est excessivement difficile comme je vais dire, comme drogue. Là. Bon, arrêter physiquement de souffrir de ça et en plus, comme psychologiquement, spirituellement, s'accrocher à d'autres choses. Et finalement, ce qui m'a sauvée, en fait, c'est un drôle de chose, mais je suis tombée enceinte et on s'entend que c'était vraiment pas prévu. Moi, j'avais pas dans l'objectif d'élever des enfants. Là. Et je suis tombée enceinte et je me suis dit, tiens, c'est peut-être... qu'est-ce que je fais? Je me suis vraiment posé la question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets fin à ma grossesse et puis je continue jusqu'à temps que je meure ou je m'en sors? Et ça a été comme, OK, je m'en sors. Parce que, heureusement, dans tout ça, j'ai quand même un bon fond. J'ai des parents, malgré toutes les difficultés, qui m'ont transmis des belles valeurs et quand même des belles choses et de l'amour à leur façon. Alors c'est ça. J'ai choisi de garder ce bébé. Maintenant, j'ai une belle grande fille de 21 ans qui est en appartement. Et donc, là, je m'en suis vraiment sortie. Là, ça a été la désintox, la grossesse, où tu te dis, j'ai choisi, je peux vraiment pas consommer. Donc, puis à ce moment-là, tu as une responsabilité envers cet enfant qui, lui, n'a rien demandé. Effectivement. Et je me suis surtout promis que jamais vivrais le rejet que j'ai vécu. Et ça, pour moi, ça a été un motivateur de dire, je vais être là pour toi tout le temps, peu importe. Oui, et effectivement, bon, on s'entend, ça n'a pas fonctionné avec son papa parce qu'on était un peu deux êtres perdus et perturbés. Alors, j'ai élevé ma fille seule et voilà, c'est ce qui a fait que je m'en suis sortie. Mais rendu là, un coup que tu arrêtes l'addiction, un coup que, tu remets ta vie sur les rails et là, tu te retrouves avec un bébé puis je me dis, mon Dieu, j'ai pas d'études, qu'est-ce que je vais faire? Et là, c'est le retour à la vie. Et ce qui a été mon motivateur, ça a été, je suis retournée à l'école, je me suis dit, OK, je vais être la première de classe. Je veux vraiment, là... Donc, je suis allée à l'école avec l'objectif de réussir, mais pour me prouver que j'étais capable. Ensuite de ça, je me suis trouvé un travail dans une firme d'ingénierie où, j'ai monté les échelons peu à peu et puis j'ai fait ma place dans le monde. Et pour moi, ça a été... À chaque fois que j'arrivais, que j'atteignais un objectif, je me disais, mais est-ce qu'il y a que ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que je me contente de ça? Et pour moi, ça a été vraiment comme, OK, non, je ne peux pas croire. Et à chaque fois où j'ai dû faire, je vais dire, des changements, parce que tous les changements sont difficiles à faire pour l'humain, on s'entend. Que ce soit, ensuite de ça, j'ai fait ma vie avec un homme, ça ne fonctionnait pas. Donc, changement, je vais quitter. C'est de se dire, OK, alors, je pense qu'il y a mieux que ça. Je pense que je peux être mieux que ça. Je peux me sentir mieux que ça. Alors, ça a toujours été mon motivateur de dire, je peux me sentir mieux que ça. Il y a mieux que ça. Mais j'étais quand même à la poursuite du bonheur et je le trouvais pas. Eh oui. Et tu le trouvais pas parce que tu t'en faisais, parce que
Tout à l'heure, justement, quand je parlais des 3 ingrédients que tu nous avais donnés au cours de ta conférence et que tu disais apprendre à reconnaître le bonheur, est-ce qu'à ce moment-là, tu le cherchais, mais en fait, tu savais pas ce que c'était, ou est-ce que vraiment tu n'étais pas heureuse? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu nous dis dans la conférence, à un moment donné, c'est reconnaître aussi ce que c'est que le bonheur. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu savais ce que c'était? Parce qu'on peut passer son temps à le chercher, mais si on ne sait pas ce que c'est, on ne le trouve jamais, en fait. Exactement, mais c'est une très bonne question. Puis en plus, le bonheur, hein, chacun a sa définition du bonheur. Alors, je vais dire que c'est les deux. Je savais pas ce que c'était. Oui. Puis en fait, je n'étais pas bien parce que j'étais constamment à la recherche de quelque chose d'extérieur pour combler mon vide intérieur. Et que ce soit aussi par la perte de poids. Donc, j'ai repris du poids, j'ai retrouvé, tu sais, malheureusement, mes habitudes de manger mes émotions. Hein, on m'enlève l'héroïne, mais ce que tu n'as pas réglé reste là. Et oui. Alors ça a été aussi pour moi un défi là, de constamment, être au régime, pas aimer mon corps, pas m'aimer, reprendre du poids, recommencer. Et à un moment donné, c'est là où je me suis dit, OK, est-ce que c'est ça la vie? Qu'est-ce que je peux faire pour être bien? Et c'est là où j'ai commencé à me poser justement les vraies questions. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Et c'est quoi être heureuse? Est-ce que c'est tout le temps d'être dans des émotions d'exaltation ou de se sentir juste bien? Juste comme si on est dans notre petit cocon rempli et puis qu'on est capable de voir les oiseaux qui chantent, de les entendre, de voir notre enfant qui gazouille et qui est heureuse. En fait, et ça a été une question qui a pour moi changé encore une fois le cours de mon histoire, parce que c'est comme si j'ai vécu les 10 premières années de la vie de ma fille à espérer qu'elle grandisse. Ah, j'ai hâte qu'elle marche. Ah, j'ai hâte qu'elle parle. Ah, j'ai hâte que si. Ah, j'ai hâte. Et puis, j'ai jamais été dans le moment présent. Et ça, pour moi, ça a été aussi une révélation de faire comme OK, j'ai toujours voulu, ça a été pour moi une façon de m'en sortir, que de vouloir mieux, que d'aller toujours plus loin. Mais qu'est-ce qu'il y a ici maintenant? Et c'est à partir du moment où, justement, je me suis posé les vraies questions et j'ai accepté d'aller en moi et de voir ce qui était là, de me pardonner aussi toutes les erreurs, tous les trucs que j'ai faits. Et c'est à partir de ce moment-là où ma vie a encore une fois changé. Et oui, mais tu dis, à un moment donné, je me suis posé les bonnes questions. Qu'est-ce qui a fait? Parce qu'on peut passer sa vie, effectivement, à pas se les poser, peut-être parce qu'on sait pas qu'il faut se les poser, enfin, qu'en tout cas, c'est important pour mieux vivre et mieux se sentir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché cette prise de conscience? Est-ce que c'est une rencontre avec quelqu'un? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est toi, tout d'un coup, qui, en fait, à force, est-ce que tu te rappelles ou est-ce que… Non, en fait, ça n'a pas été une rencontre ni un livre. Je pense que c'est moi, à force de tergiverser dans ma tête, de passer des nuits à réfléchir, à me lever, à ne pas être bien. Ou à un moment donné, j'ai fait comme OK, peut-être que là, ce que tu cherches n'est pas à l'extérieur de toi. Oui. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à lire des livres, à me poser des questions. J'ai commencé à faire un parcours de PNL, justement, et là, encore une fois, ça ouvre encore plus de portes, je me pose encore plus de questions, jusqu'à un moment donné où j'ai compris que j'avais une intuition qui était très forte et qui me parlait, mais que je ne l'écoutais pas. Puis à un moment donné, justement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait triper? Quand je travaille, est-ce que j'aime ce que je fais ou pas? Et là, ça a été comme, non, je suis vraiment pas bien dans ce que je fais, je suis pas bien dans le travail et tout. Et j'aspirais à être nourrie de l'intérieur et autrement qu'avec la bouffe, justement. Et là, j'ai décidé encore une fois, changement de cap global. Je retourne aux études, justement, en nutrition. Je continue la PNL. Ça a été vraiment un enchaînement pour… j'avais une soif de comprendre comment fonctionnait le corps, comment fonctionnait l'esprit, comment fonctionnaient les comportements. Qu'est-ce qui faisait en sorte que des fois c'était difficile puis des fois c'était facile. Alors là, cette recherche-là, ça a été extraordinaire parce que ça m'a nourri énormément et ça m'a appris énormément sur moi aussi. Et de comprendre que, c'est des concepts, souvent de dire, OK, il faut nourrir son vide intérieur par soi-même. OK, comment on fait ça? C'est ça! Donne-moi la recette! Oui.
Mais effectivement, et c'est de comprendre que comment je nourris mon vide intérieur, eh bien, premièrement, il faut que j'accepte d'aller le visiter, mon vide. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il me dit? Et puis, tu sais, souvent, ce qu'on découvre, c'est pas bien beau, c'est pas bien le fun à entendre. C'est pas... Non, c'est ça. C'est nos parts d'ombre, on a nos parts de lumière, nos parts d'ombre, mais ça fait partie de nous aussi. Oui, oui. Et ça, c'est une chose, quand je parle de l'amour inconditionnel, c'est à un moment donné, il faut accepter que nos parts d'ombre sont aussi extraordinaires que nos parts de lumière parce qu'elles font que nous avons cette lumière. Et donc, c'est vraiment partie intégrante de nous. Et quand on s'accepte comme ça entièrement, eh bien, c'est là qu'on peut commencer à avoir de l'amour inconditionnel pour soi. Et avoir de l'amour inconditionnel, eh bien, c'est la base parce que qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, puis là, je pars dans tous les sens, mais tu pourras me ramener. Non, t'inquiète. À un moment donné, il faut créer ce qu'on appelle une spirale vertueuse. Oui. Il faut aller vers des choses qui nous nourrissent, qui nous rendent fiers, qui nous donnent envie de continuer de s'élever, puis qui nous donnent envie de vivre. Et comment on crée ça, cette spirale-là? Bien, il faut faire des tests. Moi, je remarque que il a fallu que j'instaure une petite routine. Pas une routine lourde. Bon, moi, je fonctionne beaucoup avec le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, vous me perdez. C'est pas le fun, Geneviève n'est pas là. Parce que j'ai besoin de joie, de pétillement et de plaisir. Alors, ça a été d'instaurer une petite routine de plaisir, quelque chose qui me fait du bien. Et que ce soit me donner 15 minutes de lecture le matin avec mon café en écoutant le bruit des oiseaux. Puis là, je ferme mon lit, je fais comme je me sens remplie, je me sens pleine, je me sens heureuse. Que ce soit le gym, j'haïs aller au gym. Sérieusement, ça, j'aime pas ça. Mais je le sais que quand je le fais et que je m'y tiens, eh bien, mon esprit va mieux, mon corps va mieux et je suis fière de moi. Et pour le reste de la journée, je fais des bons choix. C'est comme si je pars ma journée du bon pied. Quand tu vas au gym, eh ben, dans ta journée, tu n'as pas nécessairement envie de te taper 2 sacs de chips. Ou, j'ai entraîné mon corps, j'ai pris soin de moi. Donc, c'est tout ça. Alors, au lieu d'être dans une structure rigide et des restrictions et un cadre, ce qui est étouffant, c'est de dire, OK, je vais mettre des petits morceaux de ce qui me nourrit, de ce qui me fait pétiller, puis alentour de ça, eh bien, ma journée, ma vie va se broder justement en me laissant de l'espace pour expérimenter. Il y a des choses que je vais faire que je n'aimerais pas, hein? C'est ça la vie, on expérimente, mais on se laisse de l'espace en gardant une structure quand même. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de m'en sortir parce que j'ai ces comportements de toxicomane et ça, c'est encore bien présent chez moi et ça va le rester, c'est comme ça. Alors, si je me mets pas une structure vertueuse, eh bien, des fois, je vais avoir envie d'aller vers des comportements qui me soulagent immédiatement, mais qui ne règlent pas mon problème et qui m'amènent dans le cercle infernal, justement. Alors, tu sais, mes comportements, ça ne sera plus la drogue parce qu'on s'entend après 21 ans d'abstinence, j'ai certainement pas envie de recommencer, mais ça va être, par exemple, tu sais, de faire un peu trop de Netflix ou, tu sais, justement, de moins bien manger, de me laisser aller, de rien faire. Et puis, comme entrepreneur, quand il y a des tâches qui nous tentent moins, quand il y a des choses qui nous tentent moins, puis on est souvent seul avec soi ou avec ses projets, eh bien, c'est bien facile de faire de la fuite puis de faire comme finalement, je vais écouter la télé. Oui, ça veut dire aussi que de gérer sa relation au monde, à l'environnement, à l'extérieur, on ne peut le faire vraiment bien que si on se connaît soi-même et donc aussi connaître ses parts d'ombre et comme tu le disais, d'expérimenter. On pourrait dire que la vie, c'est un grand jeu, mais que maintenant, c'est nous, on connaît ou pas les règles du jeu, est-ce qu'on veut les connaître ou pas, mais en tout cas, si on ne connaît pas les règles du jeu, on ne pourra pas bien jouer dedans, mais il faut aussi connaître le joueur et c'est ce que tu dis. Tu sais que tu peux virer vers un comportement de dépendance ou d'addiction, maintenant, tu sais aussi les effets que ça peut avoir sur toi. Et donc, ben voilà, on fait attention à ça parce qu'on se connaît soi-même. Mais il faut accepter de se regarder.
Tout à fait, oui. Ouais. Et tu as raison, Virginie, c'est vraiment le départ, c'est d'accepter de retourner le miroir et de voir tout ce qui est, d'arrêter de faire du déni, hein, parce qu'on n'est pas pire là-dedans, et justement de voir et d'accepter. Et souvent, quand j'accompagne mes clientes, je dis, c'est pas pour te taper sur la tête et pour dire, oh voilà, t'as fait ça, t'es comme ça. Non, c'est pour faire comme, OK, voilà ce que je suis. Maintenant, là, je suis responsable de tout ce que je manifeste dans ma vie. Et ça, c'est de comprendre que mes comportements d'aujourd'hui créent ma réalité de demain. Alors, et souvent, même encore, je me ramène en me disant, est-ce que je suis vraiment en train de faire quelque chose que j'ai envie de manifester? Et quand la réponse c'est non, eh bien, c'est faire, OK, maintenant, qu'est-ce que tu choisis et comment tu peux transformer ça? Et des fois, je m'énerve, là, mais moi, je me pose constamment des questions parce que c'est ce qui me permet d'avancer et justement, et d'être bien. Et dernièrement, encore une fois, c'est pas parce qu'on s'est sorti d'une grosse situation ou qu'on va bien que ça va être comme ça toute la vie. On expérimente d'autres expériences, d'autres choses. Et dernièrement, j'ai expérimenté, je vous dirais, une remise en question par rapport à ce que je faisais, par rapport à comment j'accompagnais, par rapport à même qui j'étais. Et justement, je me suis rendu compte que j'étais en train de rentrer dans un rôle qui me convenait moins, qui n'était plus vraiment moi. Et là, c'est d'accepter puis de faire comme, OK, je le vois rapidement. J'ai pas besoin de me rendre à l'extrême. J'ai pas besoin d'aller dans le fond du baril. J'ai pas besoin de faire une dépression. Je le vois. Alors, et c'était quoi justement quand tu dis je le vois? Parce que tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas, qui n'a peut-être pas ton œil, quoi, c'était quoi des signes? C'était un mal-être? C'était un problème de sommeil? C'était des addictions que tu sentais revenir? Qu'est-ce que c'était concrètement? Concrètement, c'est à peu près tout ça. C'est de la difficulté à dormir. Oui. Et là, souvent, hein, quand on s'endort, c'est là qu'on est vraiment calme parce qu'on s'étourdit constamment. En tout cas, moi, je suis une ninja de l'étourdissement. Alors, quand je m'étourdis, c'est parce que justement, je ne veux pas me retrouver toute seule avec quelque chose que je ne veux pas voir. Et puis là, ben, quand tu te couches, hein, c'est le moment où tu te retrouves pas mal tout seul avec ton toi-même. C'est ça. Puis ne quitte pas. C'est ça. Et là, hop là, ça se met, bon, t'es pas capable de dormir, il y a des questions qui émergent, t'as pas envie de les voir, t'as pas envie de les écouter. Donc, je dormais moins bien. Deuxième chose aussi, j'avais des malaises, je vais le dire comme ça. Moi, je suis très, très, très kinesthésique. Et quand je fais quelque chose que j'aime, je suis comme tout mon corps est en pétillement. Et là, quand je devais faire quelque chose, j'avais mal au cœur, j'avais mal à la tête, j'avais pas envie. Et puis là, ben justement, j'avais mes comportements de fuite. Alors là, je me suis dit, OK. Là, il y a quelque chose, il faut regarder. Il faut aller voir. Il faut aller voir. Il faut mettre les mains dedans, quoi. Hein. Oui. Il faut mettre les mains dedans. Puis, il faut aussi accepter que ce qu'on a construit, ben c'est pas immuable. Et j'ai fait cette prise de conscience dernièrement où je me suis dit, mon Dieu Seigneur, être sur son X, c'est la pire chose qui peut t'arriver. Pourquoi? Et là, tu vas me dire, mon Dieu, ben non, tout le monde cherche ça, son X, Geneviève. Puis moi, j'ai cherché mon X pendant des années, là. Et bien, savez-vous quoi? Je me suis rendu compte que quand je suis sur mon X, je suis inflexible et je ne bouge pas et je ne m'adapte pas à ce qui passe à mon environnement. Et donc, je suis en résistance et à un moment donné, paf, l'expression, ça me pète d'en face. Et là, c'est comme, OK. Alors, et j'ai changé ma façon de voir les choses et je fais, OK, et maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux être en alignement. Et c'est vraiment ma nouvelle façon aussi d'accompagner les gens, c'est de les amener à être complètement alignés. Alignés avec leur spiritualité, alignés avec leur comportement, leur programmation et alignés avec leur corps. Donc, être vraiment en alignement. Et quand on est en alignement, eh bien, avec les aléas de la vie, on est capable d'être comme un roseau et vraiment de se laisser aller au vent, mais d'être toujours bien ancré solidement dans le sol. Et c'est ça qui est important. Et c'est vraiment ma dernière découverte de dire, OK, Geneviève, le X, c'était bien, c'est quelque chose qui t'a permis de te définir et tout ça. Maintenant,
c'est vraiment l'alignement et justement, le côté spirituel, le côté énergétique est encore plus présent et c'est encore plus nourrissant. Oui, c'est intéressant, effectivement. J'avais jamais entendu cette façon de voir les choses parce qu'effectivement, le X, ça veut dire que c'était un peu enfermant, en fait. Il y avait ce côté, t'es posé dessus, c'est bon, tu l'as trouvé, voilà. Maintenant, de quoi tu te plains, quoi. Exactement. Alors que, comme tu le dis, et c'est aussi ce que tu dis dans ta façon d'accompagner les gens, c'est-à-dire qu'il y a le corps, il y a l'esprit, il y a effectivement la santé, la vitalité, et que c'est un tout, et que l'alignement, moi, effectivement, j'aime beaucoup cette image du roseau où c'est aligné, mais on garde la faculté d'adaptation et on garde cette souplesse. Oui, j'aime beaucoup cette image, je pense qu'elle va vraiment parler à tout le monde parce que c'est souvent, tu sais, dans le développement personnel, on peut utiliser des fois des termes ou des façons de dire les choses qui sont pas toujours très lisibles pour quelqu'un qui n'est pas adepte de ça. Et là, je trouve que le fait d'imager par ce roseau et puis de se dire, ben voilà, on aligne tête, corps, esprit. Et je crois que là, en ce moment, voilà, il s'est passé, parce que j'ai suivi un petit peu de loin, en tout cas, les modifications dans ta vie, en tout cas dans cet alignement. Est-ce que ça a été dur justement, voilà, de retrouver, parce que comme tu le disais, tu étais sur ton X et tu t'es senti déstabilisé peut-être, le fait de sentir que tu avais encore autre chose à apporter aux gens, de différent. Oui. Dans ta relation aux autres, tu vois, est-ce que tu t'es posé la question de te dire, parce qu'il me semble avoir assisté à un moment donné à un de tes lives où tu disais, voilà, ça va peut-être surprendre certaines personnes, ce que je vais dire, je ne sais pas comment vous allez le recevoir, mais en tout cas, moi aujourd'hui, c'est comme ça que je le vis. Est-ce que tu as eu peur de la réaction des autres? Comment tu as vécu ce rapport aux autres, si tu veux bien nous en parler? Effectivement, vraiment, Virginie, j'ai eu peur de la réaction des autres, mais en même temps, je me rends compte que je me suis moi-même mise dans une boîte. Je suis une femme très, 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 je vais dire, scientifique. Et les neurosciences et le master en neurosciences, et j'enseigne aussi en neurosciences. Donc, pour moi, c'était vraiment très les connexions neuronales, comment le corps fonctionne, tout est scientifique, expliqué. Et là, il y a cette partie qui arrive vers moi qui est vraiment plus spirituelle, plus énergétique et qui me déstabilise parce que là, c'est comme quelque chose sur laquelle je n'ai pas d'explication. C'est ça. Et ça a été très, très déstabilisant. Et justement, je m'étais mis dans un cadre très, très carré. Oui. Et très cartésien, on pourrait dire, quoi. Ouais. Oui. Et là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai peur qu'on me prenne pour un charlatan ou, tu sais, et oui, j'ai eu très, très peur du regard des autres. Et à un moment donné, je me suis recentrée et je me suis dit, OK, Geneviève, tout ce que tu le donnes, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est justement en alignement global, total avec qui tu es et avec toi. Alors, même chose, qui même me suivent, ce que je fais, je le fais avec amour, je le fais avec une immense conviction que ce que je fais, c'est bien. Et je me dis, bon, j'ai quand même pas perdu mes facultés intellectuelles et toutes mes connaissances sur le cerveau et sur les comportements. Donc, je me dis, ben voilà, go, j'y vais et j'élève encore plus ceux qui me suivent et c'est comme ça. Et finalement, ça a été, en fait, et c'est là la clé, c'est que la peur du regard des autres était tout simplement parce que moi, j'acceptais pas encore ça. C'est ça, oui. Et c'est quand on accepte entièrement celle que l'on est, que là, justement, le regard des autres est quelque chose qui nous nourrit plus, en fait. Ce qui me nourrit, c'est d'être bien dans ce que je fais, puis d'être heureuse et fière, et surtout fière de me respecter et de suivre qui je suis. Ouais, ça veut dire qu'en fait, non, ce qui est important, c'est pas le regard des autres, mais c'est notre perception du regard des autres qui nous signale, attention, là, il faut que tu ailles voir en toi, et il faut que tu ailles travailler en toi ton rapport à toi-même. C'est pas les autres le problème, en fait. Ils sont juste, c'est même pas eux, c'est notre perception de leur regard. Parce que des fois,
les autres, en fait, ils se sont peut-être même pas posé la question. Exactement, tout à fait, tout à fait. Donc, oui, exactement, Virginie. Donc, c'est notre perception du regard des autres. Et quand ça graffigne, ça fait comme, oh, attends, il y a quelque chose à aller voir. Et c'est la relation avec moi-même. C'est un signal. C'est comme sur le tableau de bord de la voiture, quand tu as le signal qu'il n'y a plus d'huile, c'est attention. Voilà, va voir à l'intérieur ce qui se passe. Et sur le regard des autres, j'avais envie, si tu es d'accord, qu'on remonte un petit peu justement à la période où tu étais héroïnomane. Comment tu vivais par contre ce rapport des autres au moment où tu y étais, mais peut-être aussi au moment où tu en es sorti, le regard que les autres pouvaient avoir sur toi. Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a fait du mal, qui t'a aidé? Comment tu as géré en fait cette transition aussi? Parce que dans ton entourage, les gens qui peut-être... est-ce que les gens ont... Ouais, comment ils ont agi avec toi et comment toi, tu as vécu ce passage? Ça a été, encore une fois, très difficile et c'était vraiment très, très lié à l'estime et à la confiance en moi. Ma famille proche, quand je m'en suis sortie, pour eux, c'était wow, ils étaient beaucoup de fierté, beaucoup d'encouragement et tout ça. Mais c'était, bon, famille éloignée, c'est un peu différent. Hein? On a toujours, on perçoit comme la junkie ou le mouton noir de la famille. Oui, oui. Et puis, ensuite de ça, au travail, personne ne savait que j'avais ce passé-là. Mais moi, je le savais. Alors, je me suis toujours sentie inférieure, diminuée, moins bonne. Et j'ai comme toujours ultra performé pour essayer d'arriver... Pour compenser. Oui, pour compenser. Ouais. Exactement. Et, tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ce que je suivais comme formation, comme étude, à un moment donné, c'est comme, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que je suis en train de compenser le fait que je trouve que je suis pas encore assez, je suis pas à la hauteur, ou j'ai besoin de certaines connaissances? Et à un moment donné, ça aussi, ça l'a changé. Maintenant, quand je suis des formations, c'est comme, OK, cette connaissance-là va m'être utile, mais ça changera pas la personne. Mais ce regard-là a changé, mais je vous dirais, fin trentaine. Alors, ça a été long. Ça a été long et ça a été... Et justement, avec le recul, si j'avais travaillé sur mon estime et sur mon amour personnel, ma trentaine aurait été beaucoup plus agréable. Et oui, c'est ça. Mais après, on dit toujours qu'il fallait passer par un certain nombre d'épreuves pour être ce qu'on est aujourd'hui. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais toutes ces prises de conscience-là, si effectivement, alors on ne refait pas l'histoire, mais ce que tu as vécu, et c'est effectivement mon point de départ de l'entrevue, c'est que tout ce que tu as vécu fait ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais aider les gens comme tu peux les aider aujourd'hui parce que finalement, tu sais de quoi tu parles, quoi. Tellement. Et non, je n'enlèverai rien de ce que j'ai vécu. Tout a été exactement parfait. Puis non, tu sais, si on me donnait la chance de recommencer ma vie, je la prendrais telle qu'elle est parce que, bon, ça ne me tenterait pas de la revivre comme ça. Là, c'est ça. Mais je ne voudrais pas rien changer parce qu'effectivement, c'est ce qui fait celle que je suis aujourd'hui. Je suis pleine de compassion et de compréhension pour la douleur humaine, pour comment on se sent quand on n'est pas bien dans soi, pas bien dans son corps, pas bien avec soi, et aussi d'être porteuse d'espoir, de dire « Eh mon Dieu, mais attends, continue un peu parce que tu vas voir, quand finalement tu arrives à être bien avec toi, la vie est extraordinaire. » On nous a donné un corps, un véhicule qui contient plus de cellules que la Voie lactée tout entière. On est un miracle. Et ça, pour moi, je trouve ça extraordinaire de voir justement comment notre écosystème intérieur corporel fonctionne, comment tout est lié et tout est un équilibre fragile. Alors, quand on se rend compte que, my God, OK, c'est une expérience d'être humain, incarné ici et de vivre cette vie et d'avoir la chance d'avoir un corps qui est en santé,
My God, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce cadeau-là? Oui. Eh bien, tu sais, je l'utilise à bon escient et en même temps, toutes ces difficultés émotionnelles, relationnelles que j'ai vécues font en sorte qu'aujourd'hui, je me définis comme une experte en dénouage émotionnel parce que, en fait, maintenant, quand je dis à mes clients, quand tu veux faire un changement dans ta vie, quand tu choisis que tu es tanné, tu prends conscience de quelque chose et que tu veux faire un changement, que ce soit, par exemple, je vais prendre l'exemple classique, là, perdre du poids, OK? Mais on travaille bien au-delà de ça, mais tu veux manifester autre chose dans ta vie, dans ta carrière, peu importe. Tu es entrepreneur et tu sais que tu dois te montrer sur les réseaux sociaux ou faire des vidéos, eh bien, donc, tu en prends conscience. Alors maintenant, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est le comportement. Et quand tu arrives pour faire le comportement, si c'est pas aussi facile que de mettre tes souliers, d'aller dans ta voiture et d'aller acheter du beurre à l'épicerie parce qu'il te manque de beurre, fait que quand il te manque de beurre, tu vas en acheter, hein? Tu reviens, c'est fait. Alors, quand tu choisis quelque chose dans ta vie, puis vient le temps de faire le comportement, si c'est pas aussi facile que d'aller à l'épicerie acheter du beurre, il y a quelque chose à voir. Oui. Et c'est là où toutes les programmations inconscientes qu'on s'est créées par nos expériences, c'est là qu'il faut aller voir. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et là, c'est rendu quelque chose que j'adore faire. Et c'est passionnant parce qu'on se dit qu'au final, cette exploration, hein, on passe toute notre vie en fait à explorer. On disait voilà que la vie c'est un grand jeu. Et tu disais aussi lors de ta conférence à Paris que notre corps c'était une machine de compétition en fait, mais qu'il fallait apprendre à écouter effectivement les signaux du corps. Et quand tu nous disais tout à l'heure que voilà que tu étais quelqu'un au départ de très cartésien, que par contre aujourd'hui tu t'ouvrais à plus de spiritualité. Est-ce que c'est pas lié tout ça justement, l'écoute des signaux du corps et la spiritualité? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté de faire confiance aussi à quelque chose d'inexpliqué, de plus grand que nous, mais qu'il faut apprendre à entendre ces signaux? Toi, aujourd'hui, tu entends encore plus les signaux qui sont envoyés, c'est ça? Et ça a été perturbant au début. Oui, en fait, tout à fait. Mais oui, j'entends encore plus les signaux que mon corps m'envoie, mais je vous dirais que mon âme ou que l'âme de mes clients m'envoie. Et D'accord. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez perturbant, mais en même temps, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on est beaucoup plus qu'un corps humain. On est beaucoup plus que ça. Et justement, mais notre corps vit dans un écosystème qui est nous et qui est aussi le champ qui nous entoure. Alors, c'est de comprendre que, dépendamment de la nourriture psychologique, spirituelle et physique que je vais lui donner, il va avoir des réactions. Et c'est justement toute la notion de flexibilité de dire, mais par exemple, quand je mange quelque chose, puis j'ai mal à la tête ou je suis fatiguée, c'est un message. Et oui. C'est un message. Quand je fais justement un burn-out, quand je me rends jusqu'à l'épuisement, il y a un message en arrière. Ton corps, je veux dire, il y a eu l'univers t'a envoyé plein de messages, tu les écoutes pas, et à un moment donné, ton corps fait comme OK, ben là, moi, je me mets en shutdown, fait que tu vas m'écouter. Et souvent, c'est souvent les dépressions, les burn-out qui font que les gens se réveillent et font comme Oh my God, j'étais dans un mode automate où j'étais en train de vivre une vie dans laquelle je ne suis même pas l'acteur principal, tu sais. Oui. Ça veut dire qu'une des choses qu'il faudrait apprendre aux enfants, c'est d'apprendre à écouter tout petit, en fait, leur corps quand il y a une douleur quelque part. Mais souvent, c'est que nous-mêmes, les adultes ou les parents, on ne sait pas ça. Exactement. Et oui, tout à fait. On pense juste les enfants avec la nourriture. C'est pas que des caprices. Quand un enfant va jamais se laisser mourir de faim, là, à moins d'avoir un trouble psychologique, là, mais sinon, ça n'arrivera pas. Donc, si ton enfant arrête de manger, respecte-le, il y a plus faim. C'est correct. C'est le truc tout basique. Alors, moi, en tout cas, j'ai été élevée comme ça. C'est finis ton assiette. Pense à tous ces petits Africains qui meurent de faim. Oui, ou tu sais, justement, ou quand ça va pas, quand tu es fatigué, quand tu as de la peine, quand il y a quelque chose, nous, l'éducation, c'était arrête de t'écouter, là, envoie ma grande, là, avance. Arrête de t'écouter. Non! Écoute,
C'est ça, ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je sais quand mon fils, j'ai un petit garçon, un grand garçon de 10 ans, Oh oui. et oui, très très grand, Oui, parce que s'il écoute, bon, il va pas sur Internet tout seul, mais un jour, il verra cette entrevue. Et c'est vrai que quand il reste quelque chose, je dis, laisse, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est des discussions qu'on a eues avec mon conjoint, de se dire, mais nous, on a été éduqués comme ça, où il fallait finir l'assiette. Mais aujourd'hui, je dis, voilà, on a quand même plus de connaissances que n'avaient nos parents. Donc, on a aussi cette responsabilité, puisqu'on a cette connaissance-là, mettons en place les actions qui correspondent. N'obligeons pas à finir l'assiette. Et c'est pas parce qu'il n'a pas fini ça qu'il n'a pas le droit au fromage après ou au dessert après. Parce que moi, quand j'étais enfant, mais si tu finis pas ta viande, tu n'auras pas le dessert. Ça n'a rien à voir. Non, effectivement. Et même dans l'expression des émotions, souvent, un enfant va vivre une déception, une peine, et puis on va comme le chicaner un peu, arrête de pleurer, là, puis tu sais, écoute, ça va être correct, c'est des choses qui arrivent. Oui. Et c'est de dire, mais tu sais, c'est correct que tu sois déçu. C'est normal d'être déçu. Par contre, tu peux l'exprimer, puis ensuite de ça, réagir autrement. Oui. Parce que si toute ta journée, tu babounes, tu fais du boudin parce que tu es déçu toute la journée, ça, c'est pas correct. Mais par contre, de comprendre que ma déception, elle est normale, je l'accepte, c'est correct, ça fait partie de moi. Et puis, tu sais, c'est ce que j'enseigne, c'est qu'on accueille l'émotion, ensuite, on peut la laisser aller parce qu'elle était porteuse de message. Et maintenant, on remet notre comportement à quelque chose qui nous élève et qui nous nourrit. Donc, de se mettre dans une position de victime ou d'être j'allais dire être en crise, excusez, ça c'est québécois, mais d'être en maudit toute la journée, de maugréer, d'être négatif parce qu'un tel nous a coupé en voiture. C'est pas aidant. Mais oui, puis c'est un peu la double peine en plus. C'est-à-dire qu'il y a déjà la situation difficile et en plus, on va rajouter de la douleur sur la douleur. Exactement. Alors que souvent, l'émotion est là, elle vient nous porter un message nous disant de faire une action différente. Mais il faut l'honorer, cette émotion-là, faire comme « OK, je vis ça, c'est correct. Maintenant, je vais modifier mon action. » Ouais. Ouais. Mais écoute, Geneviève, c'était tellement un plaisir de t'écouter et de t'avoir pour moi toute seule, même si je suis aussi là pour que voilà, ma communauté, les auditeurs puissent t'entendre parce que j'avais vraiment envie de te découvrir un peu plus d'une façon très égoïste, mais aussi en pensant à tous ceux qui vont t'écouter. Est-ce que pour finir, tu pourrais nous donner peut-être un dernier petit message justement à partager aux personnes qui actuellement vivent peut-être alors des difficultés relationnelles, mais soit avec le monde, avec les autres, avec eux-mêmes. Ce qui te vient en tête que tu aurais envie de partager pour clôturer cette entrevue? En fait, moi, je dirais faire une chose par jour, le petit pas, faire une chose par jour qui nous rend fiers, qui nous rend heureux, heureuse, qui nous fait du bien. Une chose qui nous nourrit, nous, notre spiritualité et notre amour. Donc, si c'est de prendre 10 minutes d'aller marcher et de se dire, OK, j'écoute le chant des oiseaux, je regarde le soleil et je suis juste en contemplation, mais la faire à tous les jours et déjà, surtout quand ça va vraiment pas, parce que quand ça va vraiment pas, c'est pas le moment de prendre des grandes actions, on sera pas capable de les tenir. Donc vraiment, le plus petit pas possible. Et souvent, je dis, qu'est-ce que la meilleure version de moi, comment elle aurait réagi? Qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation-là? Parce qu'au bout du compte, il faut constamment se reconnecter à l'amour pour soi ou à l'amour des autres. Et quand on réagit avec son cœur, quand en fait on prend des décisions avec son cœur dans l'amour, c'est toujours des bonnes décisions qui sont dans la plus haute intensité, dans la plus haute vibration. Alors, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres, prenez le moment de vous arrêter et de dire qu'est-ce que la version améliorée de moi aurait fait? Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Comment elle aurait agi? Par rapport à moi, par rapport aux autres? Parce que souvent, on a un discours qui n'est pas très gentil envers nous-mêmes. Alors ça, c'est une chose à changer. Alors, la clé, connectez-vous à votre cœur et demandez-vous qu'est-ce que la meilleure version de moi me dirait ou dirait à l'autre? Super, merci beaucoup Geneviève, merci pour cet échange, j'étais ravie
Écoute, à très bientôt pour Oui. prochaine rencontre. Et puis, peut-être, voilà, un jour au Québec ou toi à Bordeaux, si tu passes, surtout. Avec plaisir, et si tu viens au Québec, tu me fais signe, hein? Oui, avec plaisir. Je te souhaite une très, très belle fin de journée. À très bientôt à tout le monde pour de nouvelles entrevues. Belle journée, Geneviève. Merci Virginie, merci tout le monde. Je vous souhaite une merveilleuse journée et du Québec. Alors, si vous avez aimé cette entrevue, eh bien, surtout, vous n'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Si vous pensez qu'elle peut apporter de la valeur à d'autres personnes, sentez-vous libre de la partager. Et pour encore plus de contenu inspirant, eh bien, on se retrouve sur mon site virginiechastel.fr. Très belle fin de journée à tous et surtout, prenez soin de vous.